Construction de centres d'excellence d'Afrique à l'université d'Abomey-Calavi. Le Bénin a obtenu de la Banque mondiale et de l'Agence française de développement un financement pour la réalisation de 3 centres d'excellence d'Afrique sur les campus de l'Institut de mathématiques et de sciences physiques à Dangbo, de l'Institut national de l'eau et de l'École polytechnique à Abomey-Calavi. Ceux-ci font partie des 53 centres d'excellence au sud du Sahara, répartis dans 11 pays africains et sont dédiés respectivement aux filières sciences, mathématiques, informatique et applications, eau et assainissement, ingénierie, énergie, infrastructures de transport et environnement. Leur construction vise à doter les universités où ils sont implantés d'un cadre adéquat pour la formation d'éminents cadres, chercheurs et doctorants de diverses nationalités de la sous-région. Ils seront pourvus d'équipements scientifiques modernes et de mobiliers adéquats dans le but de renforcer la qualité de l'enseignement et de la recherche. Ils serviront également à abriter les rencontres internationales dans leurs secteurs respectifs. Le Conseil a autorisé la construction par les prestataires sélectionnés de ces infrastructures sur les sites des campus identifiés. Les ministres chargés de l'enseignement supérieur et du cadre de vie accompliront les diligences nécessaires à cette fin et veilleront à la bonne exécution des travaux. En point 2, autorisation de signature de la Convention de partenariat relative à la mise en œuvre du programme culturel Corridor. La dite convention s'inscrit dans le cadre de la valorisation de sites patrimoniaux d'exception et de développement d'un projet intellectuel, artistique et culturel. Il est destiné à favoriser les échanges et rencontres autour de la jeune création à l'échelle nationale, régionale et internationale. C'est un partenariat entre l'État béninois, l'Agence française de développement, l'Association Centre culturel international de rencontres John Smith et la mairie de Ouidah. Érigé dans le domaine de l'ancien tribunal colonial, un site emblématique du patrimoine béninois, ce centre a vocation essentielle de faciliter la recherche historique, la restitution et le partage avec le public, de mettre en œuvre un projet artistique tourné vers les jeunes talents et de proposer un travail pédagogique et éducatif autour des arts. Le programme Corridor à implémenter sur ce site consistera à agrandir l'espace d'accueil de la bibliothèque du centre pour en faire une grande médiathèque, un espace de formation et de coworking. Il contribuera ainsi à renforcer les dynamiques de développement de la ville en incitant la population, en particulier la jeunesse, à s'intéresser à la culture. Contractualisation pour la maîtrise d'œuvre complète dans le cadre du projet de construction d'une officine de pharmacie publique à Cotonou. Les sociétés de grossistes répartiteurs ne trouvent pas souvent d'intérêt à importer certains médicaments onéreux ou destinés à soigner les maladies rares, exigeant des traitements spécifiques à cause de leur risque élevé de péremption rapide. De fait, cela limite la disponibilité de certaines classes de médicaments et dispositifs médicaux dans notre pays. C'est pourquoi, dans la droite ligne des réformes majeures engagées pour assurer la disponibilité et l'efficacité des soins de santé au profit des populations, il convient de renforcer l'offre pharmaceutique actuelle pour faciliter l'accès des patients aux médicaments et dispositifs médicaux d'un coût élevé ou présentant peu d'intérêt pour les importateurs. Cette option nécessite la mise en place d'un mécanisme d'anticipation des ruptures des produits de santé à fort impact sur la santé publique. Aussi, le Conseil a-t-il retenu de créer une officine de pharmacie publique avec un statut particulier qui veillera à assurer la disponibilité quasi permanente des produits de santé utiles à la prise en charge efficace des malades, quelles que soient les pathologies. Dans cette perspective, il est nécessaire que les études de conception architecturale, technique, d'impact environnemental et social, la surveillance et le contrôle des travaux de cet ouvrage soient réalisés
avec professionnalisme en vue de la maîtrise d'œuvre complète du projet. C'est pourquoi le Conseil a marqué son accord pour la contractualisation avec un cabinet spécialisé à cette fin. Après l'adoption par la majorité des députés du 4e rapport d'activité du président de l'Assemblée nationale Louis Vlavonou, couvrant la période du 1er avril au 30 septembre 2024, les députés du groupe parlementaire Les Démocrates ont émis plusieurs critiques sur son contenu. Intervenant à la télévision Hémicycle, Vitali Botton, le porte-parole du président de l'Assemblée nationale, répond aux objections soulevées. Dans son intervention, il apporte des précisions et nuances sur certains points abordés par les députés du parti de l'opposition, les démocrates. Quand on parle du rapport d'activité du président de l'Assemblée nationale, c'est vrai, l'intitulé porte à croire qu'il est consigné dans ce rapport-là exclusivement les activités menées par le président de l'Assemblée nationale. Les activités propres au président Louis Vlavonou. Mais non, il n'en est rien, il n'en est absolument rien. C'est un rapport qui retrace toutes les activités. Je dis bien la quasi-totalité des activités qui ont été menées à l'Assemblée nationale au cours de la période de référence. Pourquoi est-ce que ceux qui critiquent ce rapport-là ne nous disent pas ce qui manque au rapport? Pourquoi est-ce qu'ils ne nous disent pas, écoutez, Monsieur le Président, au cours de la période de référence, nous avons mené telle ou telle autre activité dont le rapport ne fait pas mention, ou alors le compte rendu qui est fait, il est biaisé. Non, on ne va pas critiquer, on ne peut pas faire de la politique politicienne quand il s'agit de la vie et du fonctionnement de l'institution. C'est assez sensible, c'est assez sérieux pour qu'on y mêle de la politique politicienne. De toutes les façons, nous sommes dans une Assemblée nationale, il paraît que c'est le haut lieu de la politique et nous avons des différents courants politiques qui parfois sont contradictoires. Donc c'est normal, cela il va également du fonctionnement de l'institution. Les critiques, on les accepte, mais j'insiste pour dire que ce ne sont pas des critiques sincères. Parlant du nombre de plénières, vous avez dû observer que le management imprimé par le président Louis Vlavonou fait que désormais, on ne voit plus des députés venir pour des plénières et qui tergiversent. Non, pas du tout. Le président Louis Vlavonou ne convoque que de séances plénières que lorsqu'il est sûr que les dossiers sont bien marchés au niveau des commissions et que les rapports sont effectivement prêts et déposés. De sorte que quand les députés se réunissent, c'est effectivement pour travailler. Vous ne verrez plus, il est rare maintenant de voir, depuis la 8e législature, de voir des séances plénières au cours desquelles les députés viennent, tergiversent et finalement ne font rien et rentrent. D'accord, on aura enregistré un grand nombre de séances plénières, mais en termes de résultats, le résultat n'est pas forcément reluisant. Mais depuis un certain temps, vous avez dû observer que ces pratiques-là ont complètement disparu. Quand une séance plénière est convoquée, c'est qu'effectivement, il y a de la matière sur la table, les députés viennent et travaillent effectivement. Au cours de l'émission, le porte-parole a également confié que le président Vlavonou s'est engagé à moderniser l'Assemblée nationale et à en faire un parlement de développement. Si plusieurs nations ont déjà validé leur billet pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations Maroc 2025, il va falloir attendre la fin des 2 prochaines journées pour connaître la liste définitive des nations qui seront de l'expédition marocaine en 2025. Le Bénin, absent des 2 dernières éditions, a vu ses chances de qualification s'amoindrir après sa défaite lors de la 4e journée face au Rwanda. Une situation qui interpelle plus d'un. Si le Bénin, tout à l'heure même, arrive à gagner le Nigeria, il va se mettre dans de très bonnes dispositions. Je dirais même plus que 95% de chances pour se qualifier. Et donc pour moi, c'est un match très décisif. Comme on est au football et on parle de passe décisive, c'est cette passe-là qui vous met dans les dispositions pour pouvoir aller conclure. Donc si on gagne ce match-là, c'est qu'on aurait 9 points. Le Nigeria avec 10 points. Bon, nous sommes dans des si par ce match, il y a également la Libye arrivait à gagner le Rwanda, c'est que le Bénin et le Nigeria sont d'office qualifiés. Maintenant, si on n'arrive pas à prendre les 3 points et que tout au moins
on fait un nul avec le Nigeria, c'est qu'on a 7 points pour aller négocier le dernier match du côté de la Libye face à cette équipe des Chevaliers du désert ou du Nil. Donc pour moi, le match de ce jeudi contre le Nigeria est le match le plus important des deux. Je pense que le Bénin s'est un tout petit peu mis en difficulté lors de la 3e journée, lors de la 4e journée, puisque déjà on avait perdu face au Nigeria à la première journée. Après, on a gagné les 2 qui ont suivi. Si on faisait au moins un match nul face au Rwanda à la 4e journée, on serait un peu protégé maintenant. Mais là, on a gâché les chances en perdant cette rencontre. Mais c'est ça, le football, on ne gagne pas tous les jours. Comme on ne perd pas tous les jours, soit vous gagnez, soit vous perdez. Invité de l'émission Speed Sport, Modeste Aniwanou pense que la tâche sera plutôt difficile pour les Guépards. Vous avez écouté l'entraîneur béninois. Eh bien, quand les Béninois ont été battus par le score de 3-0, il a dit que l'équipe nationale du Bénin n'a pas encore les valeurs qu'il faut pour jouer face à cette équipe du Nigeria. Ça dit que lui, il ne compte pas sur une victoire devant cette équipe nigériane. Il ne compte que sur peut-être un score de parité ou une défaite nigériane. Et lorsque dans votre tête cela se passe de cette façon-là, eh bien vous avez déjà laissé les armes sur le banc de touche avant de monter sur le grand rectangle. Face à cette équipe nigériane, la tâche ne sera pas aisée. Eh bien pour les Guépards du Bénin. Pour eux, une qualification ou non à la prochaine Coupe d'Afrique des Nations ne déterminera pas l'avenir de Guerno Roh à la tête des Guépards du Bénin. Je ne suis pas son employeur, c'est le ministère, c'est la fédération qui emploie Guerno Roh. C'est à eux de décider. Et le monsieur, depuis qu'il est là, il a toujours dit, bon, mon objectif c'est de qualifier le Bénin pour la Coupe du Monde. Bon, Coupe du Monde, il a toujours dit, si on a la CAN, c'est bon pour nous. Maintenant, avant d'aller jouer la Coupe du Monde, il faut tout faire pour se qualifier pour la CAN. Depuis 2019, on ne s'est pas encore qualifié. On a perdu 2021, 2023, 2025. Si on ne gagne pas contre le Nigeria, ce sera un peu dangereux pour nous. Il ne joue pas son avenir parce qu'il n'a jamais été question de la CAN. On n'avait pas dans ses objectifs. Je ne suis pas sûr qu'on ait assigné, on lui a assigné un objectif comme la CAN. Tout le monde avait la certitude que le Bénin, avec l'effectif actuel, en tout cas au début de la campagne, tout le monde avait la certitude que le Bénin allait terminer 2e du groupe et aller au Maroc. Donc ce n'était pas une mission en tant que telle. De toute façon, personne ne connaît le cahier de charge du sélectionneur national. Ce cahier de charge n'a jamais été rendu public. C'est lui qui a déclaré au détour d'une conférence de presse que ce n'est pas la CAN, la dernière CAN, la qualification, la dernière CAN qui le préoccupait, c'est la qualification à la Coupe du Monde. Bon, c'est vrai que le Bénin est toujours en lice dans ces éliminatoires-là. On attend de voir, mais il va falloir que les gens rendent public véritablement le cahier de charge de Guerno Roh. Pour ces 2 dernières journées, les Guépards défieront ce jeudi au stade Félix Houphouët-Boigny les Super Eagles du Nigeria avant d'affronter la Libye le 18 prochain. Des Somalilandais faisaient la queue mercredi devant les bureaux de vote pour élire leur président. Un vote dans un contexte de tension après un report de 2 ans du scrutin en raison des contraintes logistiques présumées. Le pouvoir est accusé d'avoir réprimé la contestation née de ce report, fragilisant la stabilité de la République autoproclamée. Dans cette élection, tous les Somalilandais gagneront. Ce n'est pas un parti politique en particulier qui arrivera en tête. Notre intérêt national et notre gouvernement seront couronnés de succès si le processus électoral se déroulait pacifiquement. Le chef de l'État sortant fait face à 2 adversaires, dont Abdirahman Mohamed Abdoulaye, le chef de l'opposition du Somaliland, a appelé à voter pour le changement. Je voudrais dire au peuple du Somaliland, votez pour le changement, votez pour le succès du Somaliland et de son peuple. Le Somaliland a proclamé son indépendance de la Somalie en 1991, mais peine toujours à obtenir la reconnaissance internationale. Alors que les électeurs sont appelés aux urnes le 29 décembre au Tchad, dans le cadre des élections locales et législatives, l'Agence nationale de gestion des élections du pays a dévoilé la liste provisoire des candidats.
Pour les législatives, 1274 dossiers ont été retenus sur les 1321 reçus par l'agence électorale. Les candidats sont issus de 179 partis ou groupements politiques. Parmi les dossiers rejetés figure celui du secrétaire général du mouvement patriotique du Salut MPS, l'ancien parti au pouvoir sous le président Idriss Déby Itno. Il est reproché à Mahamat Zen Bada sa condamnation en 2012 pour faux en écriture publique et détournement de fonds publics. 5 autres candidatures des membres de son parti ont aussi été invalidées. Les intéressés ont jusqu'au 18 novembre pour faire appel. Les membres du parti des transformateurs de l'éphémère Premier ministre Succès Masra ne seront pas en lice, la formation ayant décidé de boycotter le scrutin afin de protester contre le refus du pouvoir de procéder à la révision du code électoral. Au Zimbabwe, les agriculteurs ont trouvé des moyens alternatifs pour cultiver leurs terres dans des régions frappées par la sécheresse. Formés par le programme agricole financé par l'Agence des États-Unis pour le développement international, ils sont nombreux à bénéficier aujourd'hui des fruits de leur apprentissage grâce à de nouvelles cultures. Dans le sud-est du pays, Gertrude Siduna est passée de la culture du maïs à celle des piments. Je ramasse le maïs dans les champs et je l'emmène au centre de traitement Cargill près de chez moi. C'est simple, je gagne de l'argent que j'utilise ensuite pour acheter de la farine de maïs. Je me contente d'utiliser les revenus que je tire des piments pour en acheter dans les magasins locaux. Ce programme est conçu pour renforcer la résistance des petits exploitants agricoles aux sécheresses induites par le changement climatique. La technologie solaire a été très utile. Nous avions du mal à marcher sur de longues distances pour aller chercher de l'eau dans les rivières à l'aide de seaux et en ce moment, les rivières sont à sec. Alors la technologie solaire nous aide. Nous avons maintenant un accès facile à une eau fiable qui coule des robinets. Nous ne payons pas pour le soleil. Nous l'avons toujours eu ici en abondance, mais il est maintenant devenu un élément qui change la donne. Au Zimbabwe, environ 7,7 millions de personnes, soit près de la moitié de la population du pays, ont besoin d'une aide alimentaire selon les chiffres du gouvernement et des Nations Unies. Selon les experts, les États-Unis, l'un des principaux responsables des émissions liées au réchauffement de la planète, ont la responsabilité de financer l'aide humanitaire dans les pays touchés par l'urgence climatique. Le secrétaire général des Nations Unies a dénoncé mardi une injustice intolérable à l'encontre de l'Afrique lors de la COP29 à Bakou. Antonio Guterres a exhorté les pays riches à doubler leur financement pour l'adaptation au changement climatique. Il est impératif que les pays développés honorent rapidement leur engagement de doubler le financement de l'adaptation pour atteindre au moins 40 milliards de dollars d'ici 2025. Des contributions substantielles sont également nécessaires pour alimenter le fonds destiné aux pertes et dommages. La mise en place de ce fonds devrait permettre aux pays vulnérables de faire face aux phénomènes météorologiques extrêmes comme les sécheresses ou encore les inondations. Le monde établit de nouveaux records en matière de déploiement des énergies renouvelables, laissant l'Afrique à la traîne. Notre continent n'a représenté que 0,5% l'année dernière. Et si nous voulons que notre ambition, notre engagement et notre vision se traduisent par un impact sur le terrain, nous devons rechercher des solutions innovantes, susceptibles d'attirer de nouveaux capitaux vers les industries vertes, de créer des emplois pour nos jeunes et de renforcer les infrastructures de l'Afrique en vue de la prochaine étape de la croissance. L'Afrique, qui représente environ 17% de la population mondiale, est responsable de seulement 7% des émissions mondiales de gaz à effet de serre. L'Afrique se trouve en première ligne face aux impacts climatiques. Il est essentiel qu'elle soit également en première ligne pour profiter des bénéfices de la transition écologique. Construire des économies fortes et durables peut offrir aux jeunes Africains de réelles opportunités de formation et d'emploi. Par ailleurs, le chef de l'ONU a proposé des taxes de solidarité sur des secteurs tels que le transport maritime pour contribuer au financement de l'action climatique. Les membres du sommet africain sur le climat réunis en Azerbaïdjan en marge de la COP29 ont réitéré l'appel à maintenir et multiplier les initiatives en faveur du développement vert du continent africain.
Nous appelons à des réformes de l'architecture financière mondiale actuelle, notamment en introduisant des échanges d'aide climat, des fonds spécifiques au climat et des conditions de prêt restructurées pour permettre à l'Afrique de répondre efficacement aux urgences climatiques. Des réformes significatives permettront d'améliorer l'accès au financement climatique et de remédier à l'explosion des intérêts sur les prêts qui fait peser un fardeau injustifiable sur les pays en développement. Bien que l'Afrique émette seulement 7% des émissions de gaz à effet de serre, les experts estiment le continent particulièrement vulnérable au changement climatique. Jusqu'à présent, tout s'est bien passé, même si nous nous attendions à un plus grand engagement de la part des dirigeants mondiaux. Les dirigeants mondiaux commencent à s'accorder et à accepter que le nucléaire est nécessaire pour la transition énergétique. Il y a eu des promesses et nous pensons que plus de pays vont s'engager à tripler leur capacité d'énergie nucléaire d'ici 2030. Ce n'est pas suffisant, mais c'est un pas dans la bonne direction. Mardi, le secrétaire général des Nations Unies a exhorté les pays pollueurs à doubler le financement de l'adaptation au climat pour le porter à 40 milliards de dollars par an d'ici à 2025. Le ministre égyptien des Affaires étrangères est arrivé mercredi au Liban. Au centre de sa visite, l'opération militaire de l'armée israélienne dans le pays. Au moins 2600 personnes ont déjà été tuées depuis qu'Israël a lancé une campagne aérienne sévère il y a près de 2 mois, selon les données fournies par le ministère libanais de la Santé. Le chef de la diplomatie égyptienne appelle à une désescalade avant l'investiture de Trump. Nous sommes impatients de travailler avec la nouvelle administration américaine et bien sûr, il y a une priorité pour un cessez-le-feu sans aucune condition. Mais l'agression ne devrait pas continuer à partir de maintenant jusqu'au 20 janvier, date de l'investiture de Trump. La partie israélienne ne devrait pas profiter de cette période pour poursuivre son agression. Le nouveau ministre israélien de la Défense, Israël Katz, a déclaré mardi qu'il n'y aurait pas de cessez-le-feu au Liban tant qu'Israël n'aurait pas atteint ses objectifs. La Russie renforce sa présence militaire en Guinée équatoriale. Près de 200 instructeurs russes ont été déployés dans le pays. Ces forces forment des gardes d'élite dans les villes de Malabo et Bata pour protéger le président Obiang et sa famille. Ce déploiement fait partie d'une stratégie russe visant à renforcer ses positions en Afrique. Des mercenaires du corps Africa ex-Wagner seraient aussi impliqués. La Guinée équatoriale est dirigée depuis 1979 par le président Obiang, critiqué pour des abus et des violations des droits humains. Moscou y voit un allié stratégique alors que des accords gaziers et militaires se multiplient avec le pays, riche en gaz et en pétrole. Washington surveille avec inquiétude cette présence russe, perçue comme une menace pour ses intérêts dans la région. L'avion du président élu des États-Unis en provenance de Floride s'est posé mercredi sur une base militaire près du Capitole. Donald Trump est arrivé à Washington, première descente dans la capitale fédérale américaine depuis sa victoire à la présidentielle du 5 novembre. Occasion pour le républicain de rencontrer les élus de sa formation politique et de rappeler son raz-de-marée électoral. Nous avons gagné la majorité avec 7,1 millions d'électeurs. Nous avons gagné, ce qui est formidable, parce que les républicains ne sont pas censés gagner la majorité, vous le savez. Et nous avons gagné les 7 swing states. Place désormais à la préparation de la transition. C'est le sens de la rencontre à la Maison-Blanche avec Joe Biden qui doit lui céder le témoin le 20 janvier. Le démocrate a promis une passation de pouvoir en douceur. Donald Trump retrouvait donc une Maison-Blanche qu'il avait quittée il y a 4 ans après sa défaite face à son hôte du jour.